Bonsoir tout le monde. Bienvenue au Tout Cinéphile. Bienvenue à la Tout Nation en général, à cet épisode de 77 de Ciné Rédemption. Ce soir, c'est ce que j'appelle une soirée parfaite. Ça va être une soirée parfaite. C'est exactement pour ce qu'on va faire ce soir que j'ai pensé à mettre en onde ce petit podcast. Donc, très hâte de vous présenter l'épisode de ce soir parce que j'ai un invité. On va parler de ma période de cinéma préférée et les deux films que je présente, mon invité les avait pas vus, puis le film que mon invité présente, je l'avais pas vu. Soirée parfaite. Exactement pour ça que j'ai créé Ciné Rédemption. Qu'est-ce que c'est Ciné Rédemption d'ailleurs? Pour les gens qui ne le sauraient pas, parmi nous, il en reste peut-être. C'est bienvenue si vous êtes nouveau ou nouvelle. Ciné Rédemption, c'est ma tentative charitable de parler de cinéma. Je fais ça une fois par semaine. Je n'ai qu'une seule règle. Je n'ai pas le droit d'en parler négativement. Fait idéalement, les films dont moi je parle, je peux pas contrôler toujours mes invités. Hein? Je peux pas faire cette promesse-là. Je leur mets un peu de pression quand même. Mais de manière générale, moi, je parle positivement des films ou, en tout cas, si j'ai pas grand-chose, si j'ai rien de bon à dire, je parle pas du film. Puis même si j'ai pas aimé le film, j'essaie de relever ce que j'ai apprécié dans l'œuvre quand même parce que je pense que c'est important de le faire. Puis surtout que je pense que Internet a assez de contenu qui dénigre notamment le cinéma, mais aussi d'autres formes d'art, je tiens à le souligner. Puis que je laisse à d'autres ce plaisir de regarder plein de films et d'haïr ça. Moi, je partage pas cette vision-là. J'ai une vision plus rédemptrice, c'est pour ça que j'ai appelé ça Ciné Rédemption. Mais surtout, j'essaie de remettre en lumière des films que je trouve sous-évalués, mal jugés, pas assez connus ou qui sont tout simplement en train de disparaître à cause de l'effet incroyable du temps de notre esprit collectif. Je les remets en lumière, je leur donne une tentative de leur redonner une deuxième vie, une nouvelle chance, un nouveau regard. Bref, j'essaie d'être charitable avec le cinéma parce que c'est ma passion. Et je fais ça le vendredi soir à 18h sur la chaîne Tout Ski TV, sur la petite plateforme Twitch en direct. Donc ça, c'est à 18h. Mais on est disponible en rattrapage. Pour les gens qui ne peuvent pas être là chaque vendredi à 18h, on est disponible en rattrapage. On est disponible en rattrapage avec extra. Hein, parce qu'il faut savoir que quand on assiste à ça, le vendredi soir à 18h, on a des tout petits extras. Notamment, on présente des scènes. Hein, notre espèce de moment fort ou moment phare. Ça peut être un moment fort ou un moment phare. Donc, fort, F-O-R-T, fort, P-H-A-R-E, du film. Donc, la scène la plus iconique, la plus importante, ou en tout cas qu'on a envie de parler suite à la chronique qu'on a fait du film, on présente ça quand on est en direct. On peut pas mettre ça par audio parce que juste le son, des fois, on présente une course de char, j'imagine, c'est pas la chose la plus intéressante. Puis on peut pas mettre ça sur YouTube parce que y a des questions de droit d'auteur. Mais on peut mettre ça sur Twitch et on peut mettre ça sur Patreon. Hein? Donc, si vous êtes membre du Patreon sur patreon.com/ToutSkiTV, vous avez ces exclusivités-là en plus. Vous avez l'émission, puis vous l'avez dès le lendemain. Fait que vous n'avez pas besoin de vous gratter jusqu'au sang puis de vous dire mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire pendant 3 jours sans avoir ma dose de Ciné Rédemption. Vous l'avez dès le lendemain matin. C'est disponible. Pour les autres, il reste la version audio qui est super agréable à écouter, je pense. Et éventuellement, on met tout ça sans les exclusivités vidéo, dis-je, sur la page YouTube de Tout Ski TV. Donc, toutes sortes de façons de pouvoir nous écouter ou nous réécouter, hein, parce que vous avez trouvé notre propos tellement intelligent et génial que vous voulez nous réécouter, ou quand vous nous proposez aux personnes que vous connaissez, parce que ça nous aide vraiment beaucoup. Hein. Quand vous parlez des podcasts, quand vous parlez du contenu de Tout Ski TV en général, plus précisément de Ciné Rédemption, parce que c'est mon intérêt, c'est mon show, ça permet au show d'être de plus en plus connu, ça fait grossir notre communauté, ça fait qu'on offre notre contenu à plus de personnes et on fait découvrir plus de films à plus de personnes. Également, on vous rappelle que vous pouvez partager tout ce qu'on publie sur les réseaux sociaux. Ça, c'est super apprécié aussi. Puis si vous voulez vraiment faire comme le extra miles, vous pouvez aller nous donner une petite review avec une cote de 5 étoiles sur les plateformes podcast comme Apple Podcasts. Parce que ça fait en sorte que quand les gens se recherchent un podcast sur le cinéma, vu qu'on est bien coté puis qu'on est coté par plus de gens, on est proposé plus souvent dans l'algorithme. C'est la magie du monde dans lequel on vit et de comment les médias
médias et les contenus se font découvrir à notre époque. Donc, voilà, si vous avez le temps de faire ça, on vous remercie inévitablement, infiniment plus que inévitablement. C'est un peu le même principe que Letterboxd, hein, plus que les films sont reviewed et avec des commentaires plus qui sont proposés à la communauté. Donc, bref, ceux qui prennent le temps de le refaire, on les remercie incroyablement. J'ai des petites annonces à faire parce que c'est un gros week-end sur Tout ce qui TV. Donc, demain, c'est ma 3e édition de notre spin-off de Ciné Rédemption. C'est-à-dire, Ciné Rédemption, ça va faire. Et demain, on entre dans ce qui est la première et jusqu'à ce jour la plus longue franchise cinématographique de l'histoire du cinéma. Donc, on va à la genèse, à l'origine de cette franchise-là, parce qu'on écoute Dr. No, le premier James Bond. Donc, on commence ça à 13h demain. Comme d'habitude, je vais présenter le film, je vais vous donner un paquet de fun facts. Après ça, on le regarde. Je ne commande pas pendant le visionnement. Hein. Des fois, dans le chat, on discute du film dans le chat, on insiste, on a du plaisir. À la fin, hein, on fait un peu on remet tout ça ensemble, on fait un peu un wrap-up de tout ça, puis ben, je vous laisse en profiter. Puis ben, maintenant, j'ai la conscience tranquille. Je vous ai offert directement une opportunité d'écouter ce que je dirais mes incontournables. Donc, ça va faire. On le regarde ensemble. Et en plus, vous allez savoir en primeur demain quel sera le prochain ça va faire. Maintenant, c'est rendu ça la règle. Quand je fais un ça va faire, j'annonce le prochain. Et demain, manquez pas l'annonce du prochain parce qu'on va dans le très, 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 très classique encore une fois. Très hâte de vous dévoiler l'incroyable affiche qu'on a préparée pour ça. Comme à chaque fois, c'est impressionnant. Il y en a peut-être qui l'ont vu passer, évidemment. Bon, je suis pas aussi très... Je trouve ça dommage, là, mais je suis pas aussi en deuil que d'habitude. Mais Chuck Norris est décédé aujourd'hui. Je n'ai à peu près aucune connaissance de la cinématographie de Chuck Norris du tout. J'ai vu exactement 2 films avec Chuck Norris dedans. Il y en a un qui est un film de Bruce Lee dans lequel il n'est pas là très longtemps, puis que j'ai écouté parce que c'était un film de Bruce Lee. Puis j'ai fait « Ah, tiens, c'est Chuck Norris, jeune. » Donc ça, je l'ai vu. Puis très jeune, ça jouait à TQS. J'ai vu Sidekick, le complet rip-off, le vol, le plagiat le plus intégral de Karate Kid. En dehors de ça, je n'ai absolument vu aucun de ses films, ni aucune de ses séries télé. J'ai très peu de choses à vous dire sur cet acteur-là. Mais je comprends, je peux tout à fait comprendre le plaisir coupable. J'en ai de ces plaisirs coupables-là. Je ne vais pas être celui qui va vous dire que tous les James Bond sont des chefs-d'œuvre, mais je les aime tous. Donc, je peux comprendre qu'on peut aimer le campiness de ce genre de personnages et d'acteurs et surtout le cinéma qui le mettait en scène. J'ai compris que notre ami JC de Stuco et Préfini est une de ces personnes-là. Il va présenter un programme double de Chuck Norris dimanche à partir de midi. Ici même sur Tout ce qui TV. Donc, manquez pas ça. Pour ceux qui comme moi, sommes absolument néophyte dans le Chuck Norrisme, ben ça va être intéressant de peut-être de découvrir des choses dimanche suite à son décès. C'est quand même une icône, c'est une icône des années 80, c'est une icône des arts martiaux. Je veux dire, même si vous dire à quel point c'est une icône, je n'ai vu aucun film j'ai vu 2 seuls films de Chuck Norris. Je ne peux pas vous dire grand-chose sur Chuck Norris, mais je sais très bien qui est Chuck Norris, donc c'est quand même une notoriété. C'est la preuve qu'il a une bonne notoriété, ce personnage. Donc voilà. Des mimes aussi. Ah oui, beaucoup de mimes. Début des années 2000. Oui, exact. Martin me disait ce matin quand j'ai dit Chuck Norris est mort, il dit non, en fait, c'est nous tous qui est mort, puis il reste juste lui de vivant. C'est pas lui qui est mort. Il n'y a que lui dans la vie. J'aurais dû faire un mime avec ça. J'y ai pas pensé aujourd'hui, pas eu de temps. Ouais, mais c'est très dans l'esprit de ces mimes-là. Donc, oui, Marco de Vaudreuil, mon invité de ce soir, comment vas-tu? Ça va bien, Max. Merci de l'invitation. Ben oui, merci d'être là. Ce soir, on plonge, comme je disais, dans une vague de ce qui était ma période de cinéma. Ben, je pense qu'on partage cet amour-là pour les années 70 au cinéma. On pense que c'est...
Puis c'est pas la seule décennie, là. Je veux dire, les années 90 ont été assez exceptionnelles aussi. Les décennies où il y a beaucoup de liberté, où il y a beaucoup de cinéma indépendant, puis qu'on sort des... ça va avoir l'air cliché de ce que je dis, mais c'est comme c'est un peu un balancier. Hein? Donc, les années 70, c'est très éclaté. Les années 80, c'est très, très, très codé. Les années 90, c'est très éclaté. Les années 2000, ça revient très... On passe de un à l'autre. T'sais, en ce moment, on voit que les grandes franchises sont fatiguées. T'sais, Star Wars est fatigué, les super-héros, c'est fatigué. Puis, il y a comme une recrudescence d'un espèce de cinéma plus indépendant. Donc, je veux dire, c'est des phases comme ça dans le cinéma, mais les années 70, c'est assez... une période exceptionnelle. Mais avant de parler plus précisément de ça, j'aimerais quand même avoir tes réactions parce que c'était les Oscars la semaine dernière. J'ai couvert ça sur Tout ce qui TV. J'étais un envoyé spécial à LA, d'ailleurs, directement à LA. Non, en tout cas, bref. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. J'y étais en direct. On n'arrête pas le progrès. Exact. Mais j'ai donné mes impressions de manière générale. Je les rappelle pour ceux et celles qui les auraient ratés. J'étais très en phase avec les choix de l'Académie cette année. Il y a des années où je suis pas du tout puis je suis en colère. Cette année, j'étais tout à fait en phase et d'accord avec l'ensemble de leurs choix. J'aurais pas fait les mêmes choix exactement si ça avait été mes préférences, mais objectivement, je pense qu'il n'y a absolument rien de choquant qui s'est passé. Tout était tout à fait mérité. Pour moi, 2025, c'était une année comme on en a trop peu souvent. Il y avait énormément de contenu original, c'est-à-dire pas des suites, pas des sequels, pas des reboots, pas des requels, du storytelling, de nous raconter des histoires originales, des films indépendants. C'était une année qui était riche. C'était une année qui a eu énormément de bons films, plus qu'à la normale. 2026, ça n'annonce pas une mauvaise année, mais je pense pas qu'il va y avoir la moitié autant de films mémorables comme l'année prochaine, dans la prochaine année. Il n'y avait pas eu d'année comme ça dans mes souvenirs depuis 2019. Le 2019, c'est la dernière année comparable à mon avis. On avait eu Joker, on avait eu Once Upon a Time in Hollywood, on avait eu cette année-là, on avait eu Parasite, on avait eu 1917, Jojo Rabbit. C'était incroyable comme année. Ben, cette année, encore, c'en était une comme ça. Un paquet de grands films. Les récompenses ont été justes, à mon avis. Peut-être que Marty Supreme aurait pu avoir une certaine récompense. Moi, j'avais bien aimé ce film-là, surtout sur les costumes. Ça aurait pu gagner cette catégorie-là. Je n'étais pas d'accord à 100%, mais de manière générale, je pense que c'était une bonne cérémonie. Qu'en as-tu pensé, toi, Marco? Je suis un peu à la même place que toi, vraiment très content de la reconnaissance de Paul Thomas Anderson, qui avait jamais gagné d'Oscar. Je pense que c'était plus que temps que ça se fasse. Donc, puis là, c'est comme la consécration. Là. Il a gagné tous les prix pour les rôles qu'il a joués dans One Battle After Another. Là. Fait que ça, bien content. Bien content aussi du prix de Michael B. Jordan. Incidemment, je souhaitais pas que Timothée Chalamet gagne l'Oscar pour le rôle. Marty Supreme, ça n'a pas été un film que j'ai particulièrement apprécié. Là. J'ai trouvé visuellement intéressant, le rythme bon, mais le traitement du sujet, toute la question là, de l'ego démesuré de ce personnage-là, ça a coupé un lien que le spectateur doit développer avec le sujet du film. Là. Fait que j'ai moins apprécié ça, mais globalement, j'ai trouvé bien, même, on l'a pas souligné, là, mais un prix pour l'ONF, là, aussi dans les courts-métrages, c'était... Non, très, très content, là, overall, de mon dimanche soir passé. Puis tu sais, quand on dit la consécration pour Paul Thomas Anderson, moi c'est absolument pas une situation où j'ai l'impression, c'est un peu comme quand Martin Scorsese a fini par tout gagner pour voyons, The Departed. The Departed, merci. J'ai eu un blanc momentané qui n'avait pas de bon sens. C'est qu'on n'avait pas l'impression que c'était par dépit
qu'on lui remettait ça. Il faut bien. C'est vraiment... Ça a tombé vraiment l'année d'une de ses plus grandes œuvres. Il est trop tôt pour dire est-ce que One Battle After Another est meilleur que There Will Be Blood. Je pense que ça, là, un peu, il faut revoir le film, il faut le revisiter, etc. Ça va. Il est trop tôt, mais on est dans la même ligue de films. Est-ce que The Departed, c'est meilleur que Raging Bull? Je ne sais pas, mais de toute évidence, c'était le meilleur film de l'année que c'est sorti, puis c'est un des meilleurs films de Scorsese de toute sa carrière. Donc, c'était mérité ces Oscars-là. Des fois, on a l'impression que l'Académie essaie de se rattraper avec des situations qui sont pas équivalentes. Pour moi, l'exemple numéro 1, c'est Leonardo DiCaprio. Pas qu'il est pas bon dans The Revenant, mais c'est absolument pas une performance comparable à Django Unchained. Puis ça a pas, on sentait que l'Académie voulait comme réparer, pas une erreur, mais le fait une erreur. Je pense que moi, c'est une des fois où j'étais le plus en désaccord avec eux autres. Pas que je trouvais que Christopher Waltz n'avait pas été bon, c'est juste que ça se comparait pas avec la qualité de performance de Leonardo DiCaprio dans Django Unchained. Bref, donc j'avais pas ce feeling-là. J'avais ce feeling-là que vraiment, c'est le meilleur film de l'année qui a gagné. C'est la meilleure réalisation de l'année qui a gagné. Puis c'était, j'ai l'impression qu'il méritait l'ensemble de ces prix. En parlant de grand cinéma, c'est ça. On va tomber dans, j'en parle souvent, les années 70, ou ce qu'on peut appeler le Nouvel Hollywood. Le Nouvel Hollywood, exactement, c'est selon la théorie, là, c'est flou, là, mais on pense que ça commence quelque part en 69, puis ça termine quelque part en 80, 81 au max, mais souvent la formule, on dit de Easy Rider à Raging Bull. Les films qui sont sortis entre la sortie d'Easy Rider et celle de Raging Bull, on dit que c'est à peu près ça le Nouvel Hollywood. Après ça, c'est une question de définition. On comprend la période. Moi, je dirais Bullet aussi, c'est du Nouvel Hollywood. C'est sorti avant Easy Rider. Quelques mois, là, c'est sorti en 69 les deux, mais de 69 à 80, on est dans cette période-là. Par quoi c'est marqué, cette période-là? C'est marqué par une transformation complète des codes. Donc, les genres sont toujours là. Hein? Puis le cinéma américain en particulier va demeurer dans les années 70 un cinéma de genre, hein? Plus qu'un cinéma d'auteur. De manière évidente, le cinéma américain, c'est une industrie qui produit du genre parce que ça crée des formules, ça crée des codes, puis dans une logique d'en produire le plus possible pour maximiser les profits, parce que c'est ça la particularité du syndicat américain, c'est que du cinéma américain, c'est que c'est un syndicat qui est probablement le plus capitaliste sur Terre. Mais malgré qu'on est encore là-dedans, on sort des codes, on sort des autocensures, on sort du côté léché de tout ce qui a été la période qui a précédé, surtout les années 60, cette espèce de période très codifiée du cinéma. Donc, voilà, bienvenue aux gens. On vient de se faire raider. Donc, bienvenue à tout le monde que je pense qu'on nous arrive de Douteux. Et on salue les amis de Douteux. On parle des années 70 ce soir à Ciné Rédemption. On essaye un peu de... On était en train d'expliquer le phénomène du nouvel Hollywood. Mais on brise les codes, puis surtout, il y a des influences extérieures qui commencent à avoir beaucoup d'emprise sur le cinéma. Puis notamment ce qu'on appelait la nouvelle vague. Hein, c'est pour ça que j'ai appelé ça 70s Wave, qui est un mouvement en Europe, principalement en France, qui est la décennie précédente. Donc, le cinéma en France, qui était aussi un cinéma hyper codifié puis hyper réglementé, dans les années 60, va vivre une espèce de révolution, va vivre une espèce de d'éclatement probablement encore plus profond que ce que le cinéma d'Hollywood va subir dans les années 70 à son échelle. Puis il va voir éclore des réalisateurs comme Truffaut, Godard, j'en oublie là, parce que j'aurais dû les prendre en note. Marco pourra en citer, il en connaît plein. Mais toute une période, les années 60 en France, puis ça va influencer le cinéma d'Hollywood qui va un peu de manière retardée
tomber dans une phase de développement similaire dans les années 70. T'allais dire quelque chose, probablement sur la nouvelle vague. J'allais en nommer là, Alain Resnais, les films comme Ascenseur pour l'échafaud, etc., là, qui viennent révolutionner. Puis en France, avant, on avait un cinéma plus poétique, lyrique, contemplatif. Puis là, on arrive dans quelque chose où l'action prend le cadre dans une situation qui est préexistante, puis qu'on est comme garoché dans le quotidien là, puis dans les tribulations là, des personnages. Là. Fait que c'est vraiment le changement important, puis la forme que ça prend cette nouvelle vague là. Puis les échanges commencent avant. Là, on pourrait remonter jusqu'à la moitié des années 60. On voit que ce phénomène d'échange entre les différents cinémas est prolifique. L'influence du cinéma italien, notamment les westerns italiens sur le cinéma américain et vice-versa. Hein. La nouvelle vague française va voir l'apparition de films de genre dans le cinéma français, fait qu'on va voir des films de pègre, des films de des films à code très fort en cinéma français, ce qu'on voyait pas nécessairement avant la nouvelle vague. De la même façon, le cinéma français va beaucoup influencer le cinéma des années 70. Puis ce soir, les trois films qu'on propose, j'ai appelé ça 70s Wave parce que c'est à chaque fois, s'il y a quelque chose qui les lie ensemble, beaucoup, les trois films qu'on présente ce soir, c'est qu'il y a énormément de ressemblances avec le cinéma de la nouvelle vague. Donc, l'utilisation une utilisation unique des caméras, des scénarios, justement, où on nous plonge dans une espèce de... Il n'y a plus de mise en contexte. Il faut juste que tu acceptes la proposition, l'utilisation de la musique, la photographie qui est différente. Donc, on est, à mon avis, dans les trois films que je présente, dans des espèces de... Si je veux faire comprendre à quelqu'un l'ambiance, puis c'est quoi le cinéma des années 70, c'est trois excellentes propositions. Il y en aurait d'autres, là, des incontournables, mais si je veux sortir des clichés, comme justement Easy Rider, Taxi Driver, ceux dont on parle, même les films de Coppola, les films, si je veux rentrer dans des trucs qui sont un petit peu plus nichés, mais qui sont tout à fait l'incarnation des années 70, les trois propositions qu'on a à vous faire ce soir, correspondent à ce que je me fais comme idée dans la tête d'un bon exemple d'un film du Nouvel Hollywood. Moi, en plus, mes deux propositions, fait que je vais commencer maintenant, si tu permets. C'est des propositions d'un de mes cinéastes et acteurs préférés. Hein. Mais si vous me connaissez maintenant, vous connaissez l'amour profond que j'ai pour Clint Eastwood, malgré tous les désaccords politiques que je peux avoir avec, puis l'incompréhension que j'ai par rapport à ses positionnements politiques, puis la sensibilité dont il fait preuve dans son œuvre là, artistique. Là, souvent, je trouve que je comprends pas comment tu peux faire des films comme ça puis être un libertarien, mais j'apprécie ce qu'il fait énormément quand même. Donc, moi, je vais parler de deux films de Clint Eastwood, puis deux films fondateurs de Clint Eastwood. Donc, il y en a un que c'est probablement son personnage le plus iconique de tous les temps, encore plus que The Man with No Name dans la série de Leone, à mon avis. Puis aussi, sinon, je vais parler, puis c'est ce dont je vais parler en premier, le premier film qu'il a réalisé. Donc, le film qu'il a mis au monde comme réalisateur. Hein? Donc, le premier film dont je vais parler, c'est Play Misty for Me. Les deux films sont sortis la même année, c'est ça qui est intéressant. Donc, les deux films dont je vais parler, c'est des films de 1971. Le premier, c'est Play Misty for Me, réalisé par Clint Eastwood, mettant en vedette Clint Eastwood, Jessica Walter, Donna Mills, John Larsh, Jack Ging, Irene Harvey, James McHeeken, et Clarice Taylor. Qu'est-ce que c'est Play Misty for Me? Ben, Play Misty for Me, c'est un film, c'est un thriller d'une espèce, c'est une histoire assez classique. Donc, c'est n'importe qui a vu Fatal Attraction va voir les influences de Play Misty for Me dans Fatal Attraction. Donc, on suit Dave, qui est le personnage qui est joué par Clint Eastwood, qui est un animateur vedette
en Californie d'une station de jazz assez connue qui tient l'émission de nuit. OK? D'une émission où il fait découvrir de la musique et il prend les demandes spéciales. C'est un expert en jazz, mais on comprend qu'il ne fait pas juste jouer du jazz. Là. C'est un amoureux de la musique en général. Puis, il y a une femme qui appelle à chaque soir qui est en ondes puis qui demande toujours la même chanson. C'est une chanson qui s'appelle Misty. Puis, elle dit « Play Misty for me ». Puis, il met cette chanson-là en ondes. Puis, donc, et ça, on le comprend juste en regardant la première scène, que c'est ça un peu le setup. On ne sait pas plus qu'il faut, fait combien de temps qu'il fait ce métier. On fait juste, la force de ce cinéma-là, c'était sa capacité à nous plonger dans une situation avec très peu d'éléments puis qu'on comprenne énormément de choses sur les personnages. C'est la force de ce... on n'a pas besoin de lore, on n'a pas besoin de prequel. Ce film-là n'a jamais eu de suite. On n'en avait pas besoin. C'est vraiment, vraiment bien fait dans le scénario puis la mise en scène là, sur comment on est plongé dans cet univers-là. Puis son habitude après son émission, c'est de sortir prendre un verre dans un bar pas trop loin de la station. Puis un des soirs, le soir dans lequel qui est un soir comme les autres, là, au début du film, c'est ça qu'on comprend, il s'en va au bar, puis il y a une femme qui est à ce bar-là. Puis il découvre, il la reconnaît par sa voix. Il finit par confirmer, c'est la femme Evelyn, qui lui demande de play Misty for me à tous les soirs. Puis, il embarque dans un flirt avec cette femme-là. Finissent par passer la nuit ensemble. Puis, rapidement, le lendemain matin, ils se parlent, puis ils s'entendent sur le fait qu'ils veulent pas de complications, sont juste là pour le plaisir, hein, puis ils veulent garder ça simple, puis etc. Rapidement, on comprend que c'est pas tout à fait exact pour Evelyn, là, je vais dire ça comme ça. Puis il y a tout de suite, c'est à la fois subtil mais évident que quelque chose de pas net, parce que rapidement, elle débarque chez lui, mais il lui a jamais donné son adresse. Elle connaît son numéro de téléphone, il lui a jamais donné. Elle débarque avec puis elle fait tout, puis elle fait à manger. Puis tu vois rapidement qu'elle installe des patterns qui n'existent pas. En le laissant pas parler, en le laissant pas réagir, en posant toute la question, c'est quoi, mais t'aimes pas ce que je t'ai préparé? C'est vraiment, là, c'est de la toxicité, là, vraiment angoissante. Et là, il y a un moment où Dave, pour diverses raisons, puis pas nécessairement parce qu'il a décidé que ça en était assez, c'est plus à cause du retour d'une ex où il décide qu'il faut qu'il mette fin à cette relation-là. Et là, ça se transforme en un cauchemar où, évidemment, elle va le stalker, elle va le suivre, ça va. Il y a une espèce de crescendo là, dans la menace qui plane sur Dave, qui va éventuellement menacer sa vie, mais celle des gens de son entourage. Puis là, je raconte l'histoire, mais il y a des bons punchs. Le film met en scène des choses dont vous vous attendez pas. Il y a des victimes dans ce film-là qui ne sont pas des victimes traditionnelles de ce genre de trailer-là. La façon dont l'action se passe est hyper originale. Donc, c'est l'histoire classique de l'erreur que tu rencontres quelqu'un puis qui devient complètement fou. Mais ça se passe dans une séquence d'événements qu'on n'a pas souvent mise en scène au cinéma. Super surprenante. Puis il y a des moments complètement il y a des moments où on voit tout le talent de réalisateur et d'acteur de Clint Eastwood. Je voulais prendre une scène que j'ai pas fini par prendre parce que c'était beaucoup trop long, mais en tout cas il y a un moment où Evelyn fait quelque chose qui fait en sorte qu'après qu'il ait lui décidé que c'était définitivement terminé, il est obligé de l'accueillir quand même chez lui, puis obligé de prendre soin d'elle, etc., etc. Puis là, il vient un moment où tout ce qu'il peut faire, parce qu'elle est un peu en train d'être complètement désorganisée, c'est comme
accepter de la prendre dans ses bras puis d'attendre que ça passe puis qu'elle s'endorme. Puis là, il regarde comme dans le vide puis c'est inexplicable ce moment-là. C'est le regard qu'il fait est tellement parfait. C'est juste, il comprend à quel point c'est dangereux, à quel point il est dans le trouble, à quel point tout ce qu'il fait peut déclencher une pente fatale vers quelque chose de complètement sordide et affreux. C'est un film, là, c'est l'art du trailer à la perfection. Dans l'utilisation de la musique, il n'y a jamais de jump scare, mais on a toujours peur. Et quelle incroyable performance de Jessica Walter dans ce film-là. Quelle incroyable performance de Jessica Walter dans ce film-là, j'insiste. Elle a gagné le Golden Globes, d'ailleurs, de la meilleure actrice cette année-là pour ce film-là. Quand c'est ça ton premier film comme réalisateur, ça démontre un talent certain. Pour moi, ce film-là, c'est la démonstration claire que puis Clint Eastwood, c'est pas quelqu'un qui a 20 styles, c'est quelqu'un qui en a à peu près un seul, mais il le maîtrise. Ben, c'est pas tout à fait exact. Hein. Dans les années 80, par la force des choses, il va essayer de faire du action movie d'années 80, puis parfois c'est bon, mais c'est jamais aussi bon que le cinéma qu'il fait avant et après les années 80. Il y a des bons films, il fait des bons films dans les années 80. Mais c'est pas ces deux meilleures décennies comme acteur et comme réalisateur, c'est les années 70 et les années 90. À mon avis, là, c'est là où on a eu le top de Clint Eastwood. Play Misty for Me. C'est une recommandation de mon père, encore une fois, je connaissais pas ce film-là, j'ai écouté ça il y a quelques années. Je l'ai réécouté cette semaine. J'ai adoré chaque moment de ce film-là. Chaque moment de ce film-là est fantastique. Marco, tu n'avais jamais vu Play Misty for Me? Non. Comment as-tu trouvé ça? J'ai adoré. Honnêtement, il y a des moments, là, toute la construction de la relation toxique, là, tu te sens mal, genre à l'intérieur, tu sais, tellement c'est angoissant, tu sais, tu fais le lien, tu sais, entre ce qui nous arrive dans le quotidien puis qui nous crée ce genre de situation-là, puis le film, c'est absolument incroyable. Le film est magnifique, là, aussi, là. Je veux dire, c'est tourné proche de San Francisco, sur, je pense, Marin County, là, qui est comme au sud, où il y a Big Sur, puis qui est une route mythique, puis absolument phénoménale, là. Fait que ça donne des plans incroyables. Là, je veux pas te voler tes punchs, là, fait que je sais pas exactement, mais tu sais, il y a quand même des liens très, très forts là, entre les deux films, là. Je veux dire... on y reviendra à la fin. C'est ça. Mais bref, j'ai adoré ce film-là. Ça a été un bon moment, puis c'est sûr que ça va être intégré dans ma routine de film à voir là, périodiquement. Là, donc, je suis bien content d'avoir découvert ça. Puis Clint Eastwood, moi je l'adore son rôle là, tu sais. Puis pour diriger puis jouer, c'est qu'il faut comme acteur que tu aies une maîtrise comme impeccable là, de ton rôle, puis de l'intensité, puis de l'émotion que tu veux transmettre à chacune des scènes. Puis des fois, là, puis autant aussi Jessica Walters que Clint Eastwood, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des yeux. Puis ça juste ça, c'est complexe, je pense, à jouer là, pour un comédien. Là. Fait que... non, j'ai adoré. Fait que pour vous teaser un peu, on va passer à notre partie exclusive. Moi, je voulais présenter une longue séquence, mais c'était plus une scène, c'était une séquence. Là, puis j'étais pas capable d'isoler un moment. Fait que je me suis dit, bon, tu vois, c'est pas ça, ça doit pas être ça la scène la plus. La scène phare PHARA du film, vu que t'es pas capable d'être en bas de 15 minutes. Fait que je me suis mis à chercher autre chose, puis je me suis dit ok, si je veux en une séquence de à peu près 5 minutes là, une scène, faire comprendre à quelqu'un c'est quoi ce film là sans lui vendre des gros punchs juste sur l'obvious,
Tu sais, je veux dire, c'est parce que là, c'est un film qui a comme plus que 50 ans. Là, fait que, je veux dire, on peut quand même dire un peu c'est quoi l'histoire, puis il y a un certain dénouement que c'est pas une belle relation qu'ils ont, Dave et Evelyn. C'est leur première chicane. Donc, on va regarder le moment où lui, il veut essayer de venir y expliquer, c'est fini. C'est vraiment, ça, c'est l'élément déclencheur du film. C'est là où tout ce qu'on craint avant, tout ce qui fait juste, on fait juste trouver ça off, bizarre, inquiétant, se confirme en un moment, mais on réalise à quel point c'est pire qu'on pensait. c'est le moment où le film shift, à mon avis. C'est la scène de leur première chicane. On regarde ça ensemble immédiatement. Voilà. Trouvez-vous que ça s'est bien passé? Trouvez-vous que ça s'est bien passé? Moi, c'est les détails. Si quelqu'un vous emballe un cadeau puis qu'il le déballe à votre place, red fucking flag. Il vous donne même pas l'occasion de dire pour vrai, je peux pas accepter ce cadeau-là. Il déballe. C'est tout le temps placer les affaires pour le forcer. J'ai eu de la difficulté à trouver du pastrami, donc je t'ai fait à manger, tu vas quand même pas. Puis là, chaque étape a l'air planifiée. Là, quand elle appelle, son seul objectif, c'est de s'assurer qu'il se rende jusque chez elle. Le rendu chez elle, son plan, c'est clairement de le séduire pour le faire rester avec la sexualité. Puis il y a d'autres exemples de ça. Tout se bâtit autour du fait qu'elle ne laisse pas parler, qu'elle fait juste placer les affaires, puis on le sent. On le sent vraiment. C'est vraiment bien. Alors présenté. Que la prémisse de leur relation, c'était juste de dire, hey, pour vrai, il a été super transparent avec elle. Il lui dit, hey, comme j'ai quelque chose avec quelqu'un d'autre, je veux pas m'engager. Elle a dit, c'est la même affaire de mon côté. Puis là, malgré ça, c'est comme l'espèce de rouage infernal. Puis je trouvais aussi que, au niveau formel, là, le film. Grosso modo, là, il arrive une situation où, il y a le début du film qu'on vient de voir, où il y a une construction, de l'angoisse puis de la relation toxique. À un moment donné, Jessica Walter, elle est arrêtée puis elle va en prison. Puis là, ensuite, elle est libérée. Fait que là, il y a un moment pendant qu'elle est en prison où Clint Eastwood comme peut renouer avec son ex, etc. Puis à la fin, Evelyn est libérée. Puis la portion, au départ, puis à la fin, au niveau du montage, on est vraiment dans un rythme effréné, beaucoup de plans rapides. Puis je pense que ça vise à construire comme, le sentiment d'angoisse ou comme l'idée là, d'une espèce de machine infernale dans laquelle on est pris. Puis la séquence du milieu, c'est tout à fait le contraire. Là. Même dans les critiques que j'ai lues pour me préparer, il parlait comme que c'est vraiment un intermède, là. Donc, il vit sa vie. On a des plans très longs. C'est visuellement incroyable. Il y a une scène où il fait l'amour dans la forêt avec son ex. Honnêtement, je pense que j'ai quasiment pleuré là, tellement c'est beau. Je pense que c'est une des plus belles scènes de sexe que j'ai vues dans le cinéma. En tout cas, bref, je trouvais ça intéressant, cette façon-là. Puis le rythme effréné revient à la fin du moment où elle est libérée. Fait que, le propos, la forme rejoint le propos à ce niveau-là. Puis ça, je trouvais ça quand même... c'est un niveau de maîtrise du langage filmique, là, dans le fond, qui est assez fort pour une première œuvre, au final. Donc, on a notre première rédemption de la soirée. C'est sûr. Quelque chose me dit que cette chanson-là va jouer plus qu'une fois ce soir. On va passer à ma deuxième proposition de la soirée. Je m'étais toujours dit que je ne parlerai jamais de ce film-là à Ciné Rédemption parce que pour moi, c'est pas un film qui a besoin d'une rédemption, mais je me rends compte que
je surestime le nombre de gens qui connaissent ce film-là. Pour moi, c'est un incontournable. C'est un film que j'ai découvert dans ma jeunesse. Mon père m'a acheté le coffret de vidéocassette que j'écoutais compulsivement. Là. J'avais mes rotations. J'écoutais Aliens, les Indiana Jones, les James Bond que j'avais, puis ces films-là, genre à peu près sans arrêt pendant une période. C'est un film, mais des films qui m'ont incroyablement marqué dans mon adolescence. Quand j'ai découvert ça, c'est juste parce que j'adorais Clint Eastwood pour ses westerns. Puis je pense que mon père a voulu me faire découvrir Clint Eastwood dans autre chose que des westerns, me faire comprendre la profondeur qu'il avait comme acteur. T'sais. Puis le film en particulier, ça va faire naître la seule franchise dans laquelle Clint Eastwood a participé. C'est pas exclusivement, mais c'est presque le seul film duquel il a participé à des suites à ce film-là. Il y a aussi Any Which Way But Loose qui a eu une suite, mais il y a vraiment... C'est pas un acteur qui a fait beaucoup de sequels, Clint Eastwood. Puis moi, la trilogie de Léoné, c'est devenu une trilogie avec le temps. Là. Je pense pas que c'était prévu comme ça. C'est pas vraiment des suites. C'est un peu intemporel. Là, on parle de vraiment clairement une suite de films, une franchise de films. Mais je parle évidemment de Dirty Harry, de Don Siegel. Clint Eastwood réalise une scène dans ce film-là. C'est sorti la même année que Play Me For Me, donc en 71. Ça aussi, c'est un film qui est fondateur, à mon avis, de ce qu'on appelle le Nouvel Hollywood. C'est un film qui est étudié dans les écoles de cinéma. Pour moi, c'est un des plus grands classiques de l'histoire du cinéma américain. C'est absolument certain qu'on va le regarder à savoir-faire éventuellement, absolument certain. Donc, ça met en vedette Clint Eastwood, Andrew Robinson, Rennie Santoni, Harry Gardino, John Vernon, John Larsh, Mae Mercer, John Mitchum, Lynn Eddington. Qu'est-ce que c'est Dirty Harry? Dirty Harry, c'est vraiment un film intéressant. Fin des années 60, début des années 70, il y a un des meurtrier en série qui a le plus fasciné l'Amérique qui sévit en Californie. C'est celui qu'on a appelé le Zodiac Killer. Tueur en série qu'on n'a jamais pincé. Donc, c'est un mystère qui perdure encore aujourd'hui. Qui était-il? Est-ce qu'il y en a eu un seul? Est-ce qu'il y a eu des copycats? Il y a un paquet de questions auxquelles on n'aura probablement jamais de réponse. David Fincher a fait un film exceptionnel, là, Zodiac, là, sur ce tueur en série-là, je tiens à le mentionner. Vous devez voir Zodiac, là. Pour vrai, c'est fantastique comme film. David Fincher n'a fait qu'un seul meilleur film, à mon avis, puis c'est Seven. Donc, c'est un de ses grands chefs-d'œuvre. C'est vraiment super bon, Zodiac. Mais bref, le Zodiac Killer, pendant une de ses, je pense, 3 périodes. Là, je pense que c'est 3 périodes qu'il y a eu d'activité, le Zodiac Killer. Dans une des 3, parce qu'il y avait jamais exactement la même gimmick, ce qui nous fait demander est-ce que c'était vraiment toujours le même tueur. Mais dans sa période du milieu, son kick, c'était d'annoncer ses meurtres dans les journaux. Il envoyait des espèces d'énigmes dans les journaux pour laisser entendre qui allait tuer la prochaine fois. Puis il essayait d'exiger des rançons, des autorités pour qu'ils ne fassent pas les meurtres qu'il annonçait. Fait que ce que ça a donné l'idée à Harry Julian Fink, puis Rita Fink, puis Dean Reisner, les auteurs du script de Dirty Harry, de faire un film autour d'un tueur comme ça, incontrôlable, qu'on est incapable de prendre, qui a tout le temps l'air un coup d'avance sur les autorités, puis qui est tellement chauvin, qui annonce ses meurtres dans les journaux, de faire un film là-dessus, mais au lieu d'en faire un thriller sur les meurtres, c'est d'en faire un film qui se concentre sur le policier qui doit l'arrêter, mais au lieu d'en faire un héros, c'est d'en faire l'archétype
peut-être suprême de l'anti-héros, c'est-à-dire d'en faire un policier violent qui, à plusieurs moments dans le film, va frôler, voire même dépasser les limites de ce qu'est un travail policier éthique. Mais devant le meurtrier devant lequel on se pose tout le temps la question, mais est-ce que c'est pas ça que ça prend pour arrêter quelqu'un comme ça? Puisqu'on n'a jamais réussi à arrêter Zodiac Killer, d'ailleurs, ça pousse encore plus loin cette espèce de débat éthique. Et donc, c'est ça l'histoire qui nous est racontée. Donc, il y a un tueur qui s'appelle là-dedans Scorpio, qui est un signe du Zodiac, pas par hasard, qui, au début du film, s'est lancé comme ça. Il y a juste lui, il est sur le toit d'un immeuble, puis il fait juste descendre une femme qui est en train de nager dans une piscine sur un toit, puis ça semble être super au hasard. Puis après ça, la prochaine séquence, on nous lance juste comme sur le policier qui est envoyé pour l'enquête. C'est le policier Harry Callahan, que tout le monde appelle Dirty Harry, qui est un archétype là, du néo-noir, là, fait qu'il est grincheux, il aime pas ça travailler avec personne, il utilise c'est l'archétype du policier rebelle qui a he got results but don't question his method, là, tout est là dans Dirty Harry, c'est exactement ça le thème, mais c'est pas non plus un parfait pourri, t'sais. C'est un personnage qui a une vraie réflexion éthique, puis qui c'est pas quand on voit les choses de son point de vue, la violence a jamais l'air gratuite. Elle vient extrême à des moments, mais elle a jamais l'air gratuite. C'est ça qui est incroyablement malaisant dans ce film-là, parce que si, mettons, tu lisais le résumé des actes que le policier fait dans ce film-là, dans un compte-rendu dans les médias, c'est sûr que moi, comme personne, je suis choqué et je le déteste. Mais quand je suis l'évolution des faits avec lui dans son enquête, pendant que ça se passe dans le film, ça change complètement ma perspective sur ses actes. Puis ça, c'est le génie de ce film-là. Puis c'est des éléments qui reviennent dans aucune des suites. On va en parler des suites à Dirty Harry en fin de chronique, là. Mais ce film-là est unique pour ça. C'est un film qui est magnifique. C'est un film qui est tellement bien réalisé. C'est un film dans lequel la trame sonore, j'en parle souvent, mais juste parfaite. La musique suit l'histoire, puis blend avec l'univers, l'ambiance. Des fois, elle est complètement absente. Des fois, elle est omniprésente. Elle est utilisée d'une manière parfaite. Le méchant, c'est pas un acteur qu'on a vu beaucoup, Andrew Robinson, mais quelle performance, là. C'est un des meilleurs tueurs en série mis en scène au cinéma, puis joué d'une manière... on parle souvent, j'aime ça parler de grande performance. Ceci est une incroyable performance, là. Il y a une scène, à un moment donné, qui implique des enfants dans un autobus scolaire, là. Si vous n'avez pas vécu une profonde crainte pour des personnages que vous connaissez à peine 20 minutes dans le film, c'est juste parfaitement mis en scène, cette partie-là du film. C'est vraiment, vraiment grandiose. Je ne me tanne jamais de réécouter Dirty Harry. Si vous avez jamais vu ce film-là, là, je vous envie tellement. Je vous juge si vous corrigez pas la situation rapidement, mais je vous envie. Voir pour ce film-là pour la première fois, c'est une expérience unique. Puis à toutes les fois que tu le réécoutes, tu revis ce moment-là. Tu dis, ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Puis les scènes sont tellement, tellement iconiques. Le personnage est juste parfait. C'est des répliques qui sont devenues mythiques. Il y a tout dans ce film-là. Dans un décor c'est le San Francisco des années 70, c'est l'année de l'époque, c'est les costumes. Puis à l'époque, c'est pas des costumes, c'est juste le linge de l'époque parce que c'est sorti en 71. Donc, c'est hyper ancré dans son époque. C'est
tellement chargé de cette décennie-là, ce film-là. Les dialogues sont inoubliables. C'est un film qui, pour moi, est complètement inoubliable. L'histoire est prenante, le suspense. Il y a comme aussi plusieurs péripéties dans ce film-là avant d'arriver à la finale. Il y a plusieurs moments où la tension est à son comble, les enjeux sont multiples. Le tueur est complètement déchaîné, prend des moyens complètement différents pour comme juste semer le chaos. Il y a un commentaire évidemment sur les limites du travail policier, les effets que ça peut avoir, sur les conséquences que outrepasser son rôle de policier peut avoir sur la vie des gens, sur la sécurité d'autrui. C'est un film qui est vraiment, vraiment complet. Puis j'avais hâte, j'en ai eu un preview, mais j'avais hâte d'entendre quand même ce que tu avais à dire, parce que quand tu m'as demandé de te prêter ce film-là, j'ai dit « Ah, t'as jamais vu Dirty Harry? » Puis là, j'étais vraiment très excité de te le prêter, puis d'avoir ton opinion après. Donc, qu'as-tu pensé de Dirty Harry? J'ai trouvé ça incroyable. C'est un film, je l'ai réécouté une deuxième fois cette semaine là, pour préparer la chronique, puis, tu sais, pour le situer, là, j'ai écouté un peu Tarantino là, sur un podcast auquel il participait. Puis en fait, c'est essentiellement là, le compte-rendu qu'il faisait dans son livre Cinema Speculations. Mm-hmm. Puis c'est un film qui est vraiment marquant pour lui. Puis il situe vraiment très bien ce film-là, je trouvais. C'est-à-dire que tu sais, les années 60, c'est une décennie de bouillonnement social là, aux États-Unis. Puis tu sais, toute l'Amérique traditionnelle comme prend le bord à peu près dans ces années-là. Puis l'Amérique blanche est comme, tu sais, il y a la guerre du Vietnam, tout le mouvement des droits civils, les Black Panthers, tu sais, le Flower Power qui arrive. Puis l'Amérique blanche conservatrice est comme en manque de repères. Puis Dirty Harry arrive précisément à ce moment-là comme un espèce de héros qui va rétablir l'équilibre, etc. Puis de base, là, il y a comme, je trouvais vraiment deux messages dans le film, là, parce que le film est profondément réactionnaire, là. Je veux dire, les adversaires, c'est les blacks, les hippies, genre les homosexuels, etc. Là, c'est parsemé dans le film. Fait que ça, c'est disons pour plaire d'emblée, au public, au grand public conservateur, auquel le film s'adresse. Puis à côté de ça, il y a tout un message qui vient beaucoup à travers le montage puis les plans sur l'espèce il y a une volonté de créer un lien entre le tueur puis Dirty Harry pour poser au final, la question de qu'est-ce qui sépare le tueur du policier, parce que le policier, surtout dans le cas de Dirty Harry, à un moment précis, là, je veux dire, c'est quand il est dans un stade de football, puis il y a une piste pour justement accéder au tueur en série. Puis finalement, tu sais, comme c'est vraiment un dérapage policier grave, là, tu sais, genre il lui tire dessus alors qu'il n'y a aucune raison. Tu sais, c'est pas une menace directe pour sa sécurité ou quoi que ce soit. Il est pas armé. Puis il torture, tu sais, pour pouvoir avoir accès justement à de l'information pour trouver la prochaine victime. Puis là, à partir de ce moment-là, il y a une espèce de plan où qui commence au niveau des personnages, c'est un plan quand même assez large. Puis là, ensuite, ça monte dans le ciel. Là, c'est un plan probablement avec un hélicoptère qui est tourné. Puis là, il y a une espèce de brume. Puis ce moment-là, parce que c'est vraiment le seul moment vraiment répréhensible, puis même, tu sais, dash fasciste, dash autoritaire, là, je veux dire, tu sais, comme, on s'entend, tu sais, le travail des policiers dans un état de droit,
c'est justement à l'intérieur d'un cadre qui légitime leur action. Puis quand on arrive au final à plus respecter les règles, à faire régner l'arbitraire, on se retrouve c'est ça, dans une situation de dérive complet. Puis c'est le propre des régimes autoritaires. Puis ce moment-là, je pense que dans la forme, ça, c'est ce moment-là où toute la construction du deuxième niveau du film vient à prendre son sens, puis là, ça marque un peu le fait qu'au final, il n'y a pas tant de différence entre le tueur puis un policier qui respecte pas les règles, au final. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, fait que il y a comme un Easter egg là, de caché dans le sens du film. Je pense que à un certain point, c'est une critique là, de la part de Don Siegel puis probablement des auteurs aussi de cette façon de faire-là. Puis, mais au sens premier, là, on le voit pas du tout. Là. Quelqu'un peut aller dans la salle puis trouver que ça a bien du bon sens la façon dont il agit, mais comme il y a un deuxième niveau qui se révèle à nous après une deuxième écoute. Puis ça, j'ai trouvé ça moi, je suis convaincu que c'est conscient. Pour moi, c'est le même procédé que Yvon Deschamps faisait. C'est-à-dire, le film est éminent. Le film, c'est pas un film réactionnaire, c'est le personnage qui l'est. Ouais. Puis, le trick, ce que Don Siegel fait, c'est qu'il prend une partie du film pour qu'on le trouve cool. Exact. Puis là, quand ça va vraiment trop loin, on fait comme « Oh fuck », on sait plus comment se sentir. Mais il y a aussi la vraie question de qu'est-ce que ça prend pour arrêter un gars comme Scorpio. Parce que, tu sais, évidemment, Scorpio, il serre la situation puis il crée plus de chaos avec ça. Puis ça mène jusqu'à une espèce de climax où là, Dirty Harry va finir par faire ce qu'il doit faire à ce moment-là dans le cadre de ce qui est permis. C'est-à-dire un moment où sa vie est vraiment menacée. Tu sais. Il finit par jouer dans les règles. Puis c'est ça, comme ça que le film se résout, mais la question demeure. Qu'est-ce que ça prend pour arrêter quelqu'un comme ça? Mais inversement, on est d'accord. Parce que toutes ces... mettons, au début, c'est ça, il est présenté comme un personnage éminemment raciste, puis là, il est obligé de travailler avec un policier qui est hispanophone, qui est un latino. Puis... il se débat pour pas que ça arrive. Il se débat pour pas que ça arrive, mais par exemple, c'est encore représentatif de l'hip-hop, c'est-à-dire, pour moi, c'est un personnage qui évolue comme les gens de son âge évoluaient à son époque. À la fin du film, il n'y a aucun doute sur les compétences de son partenaire, puis en tout cas, comme tout ce qu'il va démontrer comme réelle amitié, puis comme réelle progression par rapport à ses préjugés. Juste là-dessus, est assez intéressant. Jusqu'où il va aller pour sauver une hippie aussi. Il déteste les hippies, mais je veux dire, il va enfreindre, puis il va mettre sa vie en danger, puis il va lui-même se faire torturer pour essayer d'y venir au secours. Donc, c'est un personnage qui, à travers le film, apprend à aimer puis est prêt à se sacrifier au complet pour venir en aide à tout ce qu'il prétend haïr en début du film. Le sous-texte est tout le temps là, que pour moi, c'est vraiment pas un film réactionnaire. Le personnage en est un, c'est clair. Puis moi, je l'ai entendu, la même vidéo de Quentin Tarantino, puis Quentin Tarantino déteste toutes les autres Dirty Harry. Je le trouve sévère, moi, personnellement, avec les autres Dirty Harry. Je comprends son propos. Je suis d'accord avec lui que c'est pas un film qui avait besoin d'avoir des suites. Puis c'est un film qui est unique en soi. Puis tu peux pas regarder Dirty Harry avec le même esprit que tu regardes les autres. Les autres, c'est le résultat d'un incroyable succès. Ça l'a donné des films. Il n'y en a aucun qui est mauvais, à mon avis. C'est un personnage qui n'a aucun mauvais film. Là, de quel navet, c'est pas écoutable. C'est tout des bons films policiers, mais après ça, ce n'est que des films policiers. Plus ou moins, là, réellement réactionnaire. Il y en a un qui est juste carrément réactionnaire. Ça, c'est un vrai film réactionnaire. Le troisième, c'est un vrai film réactionnaire. Mais tu sais... Le personnage est intéressant, il y a des bonnes séquences, les films sont tous bien réalisés, c'est super beau, t'as encore le grain et la photographie. C'est divertissant. Mais ce ne sont que des
des films classiques policiers, d'enquête policière. Il n'y a pas tout ce niveau de critique puis de dilemme éthique dans les films qui ont suivi. Il y en a 5 en tout. Je considère que le 4e est très bon. Le plus proche de l'esprit du premier, c'est le 4e que Clint Eastwood a réalisé. C'est lui qui l'a réalisé, le 4e. Je pense qu'il voulait revenir à l'essence de son personnage. Parce qu'il a quand même été très impliqué dans le développement de ce film-là. La scène qu'on va regarder, honnêtement, c'est une des scènes les plus iconiques, je pense, je veux dire, du cinéma des années 70. C'est la séquence qui établit le personnage au complet. C'est le vol de banque qui se termine par une des je veux dire, les citations les plus classiques du personnage. Il n'y avait aucune autre scène que je pouvais présenter que celle-là, parce qu'avant, aucun punch sur l'histoire, puis on comprend l'entièreté de qui est Dirty Harry en à peu près 4 minutes. C'est une de mes séquences de cinéma préférées de tous les temps. C'est pas d'un 10 meilleurs, mais elle est clairement dans les 15 meilleurs. Donc, elle était pas loin de faire elle aurait pu faire mon top 10 à une certaine époque. C'est une séquence que je me tanne jamais d'écouter. Tout pour moi dans cette séquence-là est parfait. On regarde ça, c'est le vol de banque au début du film. Et voilà. Quel incroyable personnage que Dirty Harry. Only question you have to say, you got it. Do I feel lucky? Well, do you, punk? Incroyable moment, hein? Moment iconique. Donc oui, voilà, Dirty Harry, je veux dire, si vous avez jamais vu ça, garochez-vous. Grand film iconique des années 70, une emblème du nouvel Hollywood. Puis si vous aimez vraiment, vraiment beaucoup ça, il y a 5 autres films. Donc il y a Magnum Forces, The Enforcer, Sudden Impact et The Deadpool. À ne pas confondre avec Deadpool de Marvel, ça s'appelle The Deadpool. 4 autres films super plaisants à regarder. C'est super cool. Puis de le revoir lui dans son personnage. Il y a d'autres excellentes répliques comme Go ahead, make my day. dans le 4e, il dit ça. Dans à peu près une situation à peu près semblable, il y a quelqu'un qui est en train de se demander s'il va y tirer dessus, puis il fait juste dire Go ahead, make my day. Ça veut dire vas-y, fais ma journée. Tu sais, genre, en tout cas. C'est des moments assez badass de la part de Dirty Harry. Et je crois qu'on a déjà notre deuxième rédemption de la soirée. Exact. I'll keep climbing till I make it my home. And I'll soon be with Jesus round the great white throne. Though the way may seem rugged, Lord, I must travel on. I'll keep climbing till I make heaven my home. Donc, on s'en va comme d'habitude au petit advertisement de ce qui nous attend dans notre spécial métal de la semaine de demain soir. Et au retour, Marco va nous présenter un film que je n'avais pas vu, le plus nouvelle vague de tous les films de notre soirée. Très hâte de vous parler de ça au retour de ces petits messages. Black Phillip Sif, you are wicked. Does he really speak to thee? This wilderness will not consume us. Who's there? You've cursed this family. This is witchcraft. She placed a curse on me! Why have you turned against me? I saw it. Your reign of evil! It's not safe, not with them!
Manquez pas, Bottine hurlante, demain soir. The Witch, un film super intéressant. Le preview présente ça plus witchy que c'est. Vous allez voir, c'est surprenant comme film. Ça va pas là où on pense que ça s'en va quand on regarde le preview. C'est vraiment, vraiment un très bon film de Robert Eggert là, qui a fait Nosferatu. C'est un os du cinéma d'horreur, je dirais, des dernières années. Donc, ratez pas ça. Très bon film. Marc-Olivier, à toi la parole. Parle-nous du film que tu nous présentes ce soir. Ben, moi, ce soir, je vais vous parler du film Bring Me the Head of Alfredo Garcia, là, qui a été réalisé en 1974 par Sam Peckinpah. Le film met en vedette Warren Oates, qui est quand même un comédien là, des années 50-60, bien connu. Islea Vega, qui était une actrice mexicaine, dont c'était sa première apparition au cinéma. Puis aussi Robert Webber, puis Gig Young, là, qui joue Sap and Sly, puis Quill dans le film. Le Sam Peckinpah, en fait, on parlait, du nouvel Hollywood tantôt. Peckinpah, c'est quelqu'un qui adhère au principe du nouvel Hollywood, mais qui avait quand même une carrière assez impressionnante puis florissante depuis de nombreuses années. C'est un des rares qui a fait la transition. Exact. Puis, en tout cas, je vais vous en parler tantôt, là, mais c'était un joyeux pistolet Peckinpah, quand même assez justement en coupure là, avec toute la façon hollywoodienne de faire le cinéma. Fait que rapidement, certains de ses succès, ses grands succès là, ben évidemment là, The Wild Bunch là, qui est comme un film iconique là, je veux dire probablement un des plus grands films du cinéma mondial, point. Là. Il y a aussi Straw Dog comme film qu'il a réalisé. Aussi, il y a Ride de High Country aussi là, qui a été faite au début des années 60. Fait que bref, tu sais, une filmographie de Getaway. Vraiment de Getaway, c'est vrai, j'oubliais. Une filmographie vraiment intéressante. Puis en fait, récemment, là, il y a eu une rétrospective de sa carrière là, à la Cinémathèque québécoise, puis j'avais eu l'occasion de voir justement The Wild Bunch là, sur grand écran. Donc là, avec ce film-là, on arrive à un moment de sa carrière où il s'est à peu près pogné solidement avec tous les studios hollywoodiens. Puis on a affaire à son premier film réalisé vraiment de manière indépendante au Mexique. Là, c'est un amoureux là, du Mexique. Puis le film est quand même la prémisse en tout cas du film est assez intéressante, puis ça garantit une ligne directrice vraiment claire pour l'ensemble de l'œuvre là dans le fond. C'est que en fait il y a un riche aristocrate mexicain là, qui s'appelle LFA qui apprend que sa fille est enceinte là, d'un dude qui s'appelle Alfredo Garcia. Puis dans sa rage de tout ça, il offre $1 million à quiconque va lui apporter la tête là, d'Alfredo, donc littéralement sa tête. Puis à ce moment-là, il y a une armée de tueurs en série, pas de tueurs en série, mais de tueurs à gages qui partent à travers le Mexique pour essayer de trouver Garcia. Puis il y en a deux là que Sap and Lee puis Quill
qui se promène de village en village avec la photo du gars, puis qui essaie de trouver des informations sur, tu sais, il est où, c'est qui, tu sais, etc. Puis, à un moment donné, leur enquête les amène là à un pianiste de bar dans une petite ville qui s'appelle Benny. Puis Benny, là, dans le fond, c'est un gars paumé, là, vraiment aussi. Tu sais, on sent qu'il y a quand même tu sais, une histoire de vie assez sinueuse puis lourde. Puis le gars porte toujours des lunettes fumées dans le film. Puis le gars, Benny, est en couple avec Elita, là, qui est une prostituée là, dont il est amoureux. Puis, par un incroyable hasard, Elita est également en relation avec Alfredo Garcia. Puis c'est elle qui sait où il est. Puis en fait, assez rapidement, on apprend que Garcia s'est tué en fait parce qu'il est retourné chez eux après une soirée bien arrosée en conduisant. Puis il est mort dans un accident de voiture. Donc, à partir de là, tout s'enclenche. Puis, je dirais que ça fait quand même l'affaire de Benny de pas avoir à tuer Garcia. Donc, il a juste à retrouver sa tombe puis à récupérer sa tête. Puis là, tu sais, on comprend ce qui le motive vraiment. C'est pas la violence, c'est pas le défi, mais c'est vraiment la possibilité de s'en sortir, puis d'aspirer à une vie meilleure que celle qu'il a. Puis il entrevoit là, de cette façon-là, à travers la mission, une porte de sortie, tu sais. Puis, à partir de là, il part sur la route avec Elita. Puis, le film change littéralement là, de ton. Les choses ralentissent. Ils parlent, ils rêvent, ils imaginent leur vie ensemble. Puis peut-être même se marier. Mais à travers ça, Elita a un grand problème, c'est-à-dire elle n'est pas d'accord avec le fait de profaner une tombe, puis elle trouve ça complètement indécent, alors que Benny banalise la situation. Il donne même un argument là, en disant que l'Église a même mutilé des morts pour créer des reliques. Donc, il justifie ses actions de cette façon-là. Puis, ils finissent par tomber sur la tombe. Ils attendent la nuit, ils creusent. Puis là, tout bascule. Ils sont attaqués par d'autres tueurs en série qui étaient sur les pas d'Alfredo Garcia. Puis Benny survit au coup de pelle qu'il reçoit sur le bord de la tête, mais Elita en meurt, en fait, carrément. Puis, quand il se réveille, la tête est disparue. Puis, à partir de ce moment-là, le film, ça devient une lente descente vers la fin, en fait, qui est comme hyper tragique. Benny part à la poursuite des responsables, finit par les retrouver sur le bord de la route parce qu'ils ont eu une crevaison puis qu'ils sont en train de réparer. Puis il réussit à récupérer la tête de Garcia. Puis là, devient un moment un peu bizarre où la tête a comme on lui suggère une existence propre, puis Benny se met à lui parler alors qu'il est seul, il lui offre à boire, puis etc. Puis il lui parle en fait comme si la tête était vivante, puis si elle pouvait donner du sens à toute la situation.
Puis, ce faisant, ben, ça devient un immense carnage. Il tue premièrement les deux personnes qui ont récupéré la tête. Ensuite, la famille de Garcia se met à sa poursuite parce qu'ils se rendent compte que la tombe a été profanée. Puis, ils lui tendent une embuscade. Toute la gang meurt dans un espèce de combat hyper sanglant. Puis Benny finit par retrouver les donneurs d'ordre du contrat, puis qui sont en fait les intermédiaires, puis encore une fois les élimine complètement et remonte la piste jusqu'à LFA, là, qui est l'homme qui est à l'origine de tout. Puis ça se termine là, dans une espèce d'explosion de violence. Donc, tu sais... le film, en fait, au-delà là, de l'intrigue que je viens de vous raconter, moi, l'interprétation que j'en ai, en fait, c'est toute une réflexion sur la question de la violence puis la rédemption, au final, là, puis en fait, ça pose la question de qu'est-ce que la violence permet ou ne permet pas, au final. Puis, parce que, en fait, dans beaucoup de films, surtout, tu sais, dans les westerns classiques, tu sais, parce que, en fait, moi, ma lecture de la situation, c'est que Bring Me the Head of Alfredo Garcia, c'est un néo-western un western contestataire. Puis, tu sais, toute la question de la violence, c'est au cœur du genre qui est le western, mais dans les westerns classiques, ben la violence, elle sert à quelque chose. Elle doit être héroïque, puis elle doit suivre un ensemble d'un schéma de valeurs qui fait qu'on arrive à la justifier. T'sais. Alors que donc elle rétablit un ordre, elle corrige une injustice, mais là, ici, c'est pas mal plus trouble. La violence est partout, elle règle rien, en fait, même plus qu'il y en a, plus que Benny s'enfonce dans une espèce de pente glissante, puis il devient prisonnier de ça. Donc, elle répare rien, elle sauve personne. Puis surtout, elle permet absolument pas à Benny de s'en sortir. Puis au début, pourtant, il y a une possibilité pour lui d'améliorer son sort. Lui, il part vraiment pas dans l'idée de tuer qui que ce soit, mais comme je disais tantôt, pour améliorer son sort. Puis pendant un moment, ça semble possible. Là, toute l'espèce de romance avec Elita, c'est vraiment... on nous laisse planer ça. Fait qu'il y a là une ouverture à une amélioration de son sort, à une rédemption de sa personne. Qui est pas parfaite, mais au moins, c'est une sortie possible pour lui. Mais cette possibilité-là, elle disparaît définitivement, avec la mort d'Elita. Puis à partir de là, la violence change de nature, alors que c'était un moyen de s'en sortir. Là, ça devient une trajectoire. Puis Benny continue d'avancer, même si on sent qu'il croit plus vraiment, au final, à la possibilité, de s'en sortir. Puis ce qu'il poursuit, c'est plus l'argent, c'est l'idée que tout ce qu'il a fait devait avoir un sens. Puis plus il fait des actions, ben plus comme il est rattaché à toute l'espèce de destin tragique qui se dessine pour lui puis qui s'enfonce. Donc, malgré tout ça, je pense qu'il y a comme une affaire comme 25 meurtres par Benny dans tout le film. On sent quand même qu'il fait pas ça par plaisir, là, contrairement à on va le voir dans la scène tantôt là, de Sapenly puis Quill, où justement, eux
on voit clairement là, qui sont dérangés puis qui éprouvent un plaisir à tuer. Ça se voit dans leur visage, dans la façon dont ils se comportent, etc. Mais Benny, lui, garde ça dans une forme morale, puis parfois, même, il épargne là, le vieux grand-père de la famille de Garcia. Donc, il y a quand même un cadre, mais il est décidément pris dans un engrenage. Puis c'est ça, fait que tu sais, à ce moment-là, la tête d'Alfredo, ça devient une espèce d'exutoire pour lui, puis tu sais, justement pour, comme je disais, donner du sens. Puis valider, tu sais, que tout ça a pas, tu sais, pas vide de sens, etc. Puis cette logique-là, tu sais, il la pousse jusqu'au bout. Tu sais, quand Benny vient à affronter LFA, c'est plus une quête, là, c'est vraiment un aboutissement. Puis toute la violence qui a lieu là, c'est à quelque part une façon de repayer lui-même pour tout le mal qu'il a créé au long de son chemin. Puis c'est là que on peut vraiment parler de rédemption, oui, de façon quand même assez particulière. Puis au final, c'est ça, c'est un film vraiment captivant par son histoire, par le jeu de Warren Oates, par aussi visuellement là, tu parlais que c'est le film le plus nouvelle vague des films ce soir. Puis en fait, tu sais, Peckinpah, là, je parlais un peu de son du fait qu'il était une bête noire là, du système de production hollywoodien, mais toute sa carrière à Hollywood, Peckinpah, ses films sont complètement charcutés par les studios parce que justement, lui, c'est un cinéaste qui aime ça prendre du temps. Fait qu'il y a des scènes qui sont des plans qui sont très longs, des scènes qui sont très longues, qui prennent leur temps, mais ça vient amener une espèce de détente comme dans l'orgie de meurtre puis de duel qu'il y a. Puis c'est ça, Peckinpah, c'est quelque chose qui a constamment marqué son passage. Puis le gars, c'est un alcoolique fini, quelqu'un qui avait des problèmes là, de dépression chronique, etc. Puis j'écoutais pour préparer la chronique une anecdote où quand avec le film Pat Garrett puis Billy the Kid, il s'était fait charcuter son montage contre sa volonté. Puis les producteurs l'ont invité à une séance comme pour présenter le résultat. Puis genre, il a juste baissé ses culottes puis il a pissé sur l'écran de cinéma. Là. Fait que c'est vraiment, c'est quelqu'un d'intégral. Puis ça marque tout son cheminement là, à Hollywood, puis c'est ce qui l'amène à vouloir faire un film indépendant sur lequel il y a 100% le contrôle. T'sais. Puis le film, en tout cas là, pour ceux puis celles qui ont vu les films de Peckinpah, là, il y a tout un exercice de style sur la question de la violence. On a affaire à quand il y a des duels, à une succession là, de plans très, très courts avec des angles différents, des ralentis au moment où un personnage est tué, à du sang là, qui est comme quasiment rouge ketchup, là, qui contribue au style du personnage. Puis son œuvre en général est beaucoup marquée par justement ses sujets de prédilection, là, c'est la violence, puis
parce que lui, sa prémisse, c'est que la violence, c'est quelque chose comme d'intrinsèque à la nature humaine. Puis là, il veut aller comme enquêter là-dessus. Je pense pas qu'au moment où c'est sorti Wild Bunch, ça avait jamais existé un film violent comme ça. Ah non, ça avait marqué, là, puis j'ai regardé des entrevues. Aujourd'hui, ça a été largement dépassé, je pense, là, mais je veux dire, puis pendant longtemps, ça a été le film le plus violent de tous les temps. Là. Exact. Puis je regardais des entrevues de lui, tu sais, où il exposait sa vision de la violence, puis c'est beaucoup dans, justement, là, une espèce de... de relents puritains ou conservateurs là, des intervieweurs là, qui leur met face à la nécessité de la violence, à ce que ça peut engendrer chez le spectateur, etc. Là, fait que puis c'est ça. Puis aussi, un autre élément qui marque beaucoup toute sa filmographie, c'est la question, de la mélancolie, là. Genre, tous ces personnages sont dépassés par l'époque dans laquelle il vit. C'est vrai dans Wild Bunch, c'est vrai dans Pat Garrett et Billy the Kid. The Getaway. The Getaway aussi, c'est vrai aussi dans Bring Me the Head of Alfredo Garcia. Il y a quelque chose de tragique à chaque fois. Ouais. Le personnage arrive, essaie de s'en sortir puis il est pas capable. Il y a comme un engrenage. Là, sont tout le temps pris dans une séquence d'événements qu'on voit venir puis qu'on espère donc qu'ils vont s'en sortir, mais que ça nous apparaît impossible. Puis effectivement, à la fin, ça finit toujours par se confirmer. Je dis les films les plus violents, les films américains les plus violents. Là, je veux dire, Sergio Corbucci faisait des affaires hautement plus violentes que ça. Mais je pense que c'était une bonne inspiration de Peckinpah aussi. Là, mais le cinéma italien allait beaucoup plus loin que le cinéma américain. Mais en termes de cinéma américain, à son époque, Peckinpah, si tu voulais aller voir un film violent, c'était lui qui mettait les films les plus violents en scène. Puis je regardais même les trailers de ces films, puis même les affiches, ça mettait beaucoup de l'avant ça, tu sais. Mais il faut s'en remettre dans le contexte, en fait, les années 60, c'est comme le début des années 60, c'est la fin de ce qu'ils appellent l'ère du code Hays là, aux États-Unis, c'est que les studios, pour éviter de la censure, on est comme dans les années 50 dans le macartisme, puis tout ce mouvement-là, conservateur, se donne un code de conduite pour justement préserver les bonnes mœurs de la population, etc. Puis au début des années 60, comme ça termine là, cette période-là de, puis il y avait plein de choses, dans le sens où on pouvait pas montrer directement la violence, il y avait quand il y avait des scènes où des personnages s'embrassaient, il y avait un certain temps de minutage que tu pouvais pas dépasser avec le code Hays, fait que tout ce genre de façon de faire. J'en ai parlé souvent de ça, notamment l'exemple que je donnais, pourquoi Fistful of Dollars, le premier film de Clint Eastwood avec Léoné, j'aurais venu un peu transformer le genre, parce qu'à cause du code Hays, tu pouvais jamais faire le lien entre la personne qui tirait puis la personne qui mourait. Fait qu'il t'avais tout le temps le plan où t'avais le cowboy qui faisait POW! On le voyait juste dégainer puis tirer, puis après ça, l'image coupait complètement, puis là, t'avais le méchant qui faisait ah! Puis là, tu comprenais qu'il avait reçu la balle. Mais tu voyais jamais le gun qui visait quelqu'un puis qui tirait sur quelqu'un directement. Tu pouvais jamais faire ce lien-là. Puis là, dans le fameux duel au début du film où c'est juste un gros plan sur sa main, puis tu vois sortir, puis tu le vois un par un descendre. Je veux dire, ça, c'était juste cette scène-là faisait en sorte que le film avait été R-rated, puis était super limité dans les distributions aux États-Unis. Puis ça, on était encore au début des années 60, donc officiellement, le code Hays n'existait plus, mais ça avait encore un impact. Puis c'est vraiment dans les années 70 où on a fait screw de code. Puis là, tout ça existait plus. Puis il y en a eu d'autres, là, des grandes scènes. Un autre qui avait le même rapport à la violence, ou en tout cas semblable à Peckinpah, puis qui se faisait reprocher la même chose, c'était Scorsese. Toute la finale de Taxi Driver, c'est une explosion de violence infinie. Puis c'était des gens qui mettaient jamais la violence en scène de manière héroïque, de manière belle, c'est tout le temps chaotique. C'est jamais... c'est vraiment pas de la violence comme des films d'action des années 80. Là. C'est pas de la violence comme dans les films de Stallone où c'est supposé avoir l'air cool. Là. C'est voulu que ça ait l'air lourd, que ça ait l'air chaotique, que ça ait l'air dommageable, puis qu'on vive tout le désarroi puis l'angoisse de la violence. Donc, c'est pas... C'est beaucoup de violence, mais c'est pas de la belle violence. C'est
Ouais, c'est beaucoup ça. Juste pour finir sur Peckinpah, tu sais, c'est son œuvre. Comme en fait ce film-là est vraiment tu sais, très personnel, puis même tu sais, j'ai regardé un documentaire sur le film, puis tu sais, c'est un running gag là, le Warren Oates, il incarne Peckinpah là dans le film, tu sais, puis entre autres il lui a prêté Peckinpah, il portait tout le temps des lunettes de soleil, puis c'est ses lunettes qu'il a prêté à Warren Oates, puis le gars était réputé pour être explosif, puis tu sais, d'humeur bien changeante, là, fait que tu sais, comme être bien calme, faire une joke, puis ensuite péter une coche ensuite, là, fait que Benny est pas mal dans cette tu sais, dans cette optique-là. Fait qu'on peut présenter la scène, Martin. Excellente séquence. Alors, moi, j'avais pas vu ce film-là. J'avais jamais vu ce film-là de toute ma vie. D'ailleurs, c'est très difficile à trouver, mais j'ai trouvé une incroyable version en super bonne qualité sur YouTube, gratuite, en HD. Donc, c'est disponible gratuitement sur YouTube. Profitez-en pendant que ça l'est. En plus, c'est comme une vidéo qui est pas comme une chaîne non monétarisée, fait qu'il n'y a aucune pub. Tu peux écouter le film au complet, pas de pub. C'est pour gratuit. Bref, profitez-en pendant que ça existe. Bring Me the Head of Alfredo Garcia. C'est sur YouTube gratuitement. D'emblée, j'ai beaucoup aimé ça. En fait, j'ai adoré ce film-là. J'en ai parlé avec mon père, il m'a dit, il m'a dit qu'il avait failli me l'acheter pour Noël, puis il te félicitait pour ta recommandation. D'ailleurs, Marco. Il m'a dit, ça veut dire que ton ami, il connaît ça. Donc, j'ai beaucoup apprécié ça. J'aime beaucoup Sam Peckinpah. Là. C'est un réalisateur que je découvre dans les années que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup ses thèmes. C'est un réalisateur qui a beaucoup d'influence, notamment chez Quentin Tarantino. Donc, je m'intéresse de plus en plus. C'est vraiment un néo-western, tu sais, puis il y a des trucs complètement anachroniques là-dedans qui sont faits pour nous faire comprendre que c'est néo-western. Tu sais, c'est presque du Tarantino avant le temps, là, tu sais, tu parlais de El Jefe, là, c'est comme un baron de la drogue mexicain, mais qui vit dans un trip d'aristocrate, fait qu'il s'habille avec le style des années 1800 au tournant du siècle au Mexique. Tous ses sbires sont habillés avec des sombreros, avec des pistolets de l'époque Far West à la ceinture, là, ils se promènent à cheval, puis ils ont juste des Winchester. Ils ont à peu près personne qui a d'armes à feu contemporaines des années 70 dans les sbires de El Jefe. Là. Moi, c'est quelque chose qui m'a... En fait, quand j'ai commencé le film, je pensais que ça allait être un western. T'sais, à cause que c'est rien que ça qui est mis en scène. Fait que je dis, on est genre au tournant du 20e siècle au Mexique. Puis après ça, tu te rends compte que non. C'est juste que les sbires, c'est comme le groupe de FA sont toujours dans cette espèce de GN dans lequel ils réenactent le Wild West. C'est ce que j'en comprends. Mais je pense que c'est pour nous donner des tropes western pour qu'on comprenne un peu où on se situe. C'est une pente fatale. C'est une excellente pente fatale. C'est une pente fatale où on passe de l'espoir à la quête de vengeance, puis de plus en plus désintéressé. Il passe par... au début, il le fait pour se sortir du trouble. Là, après, quand se sortir du trouble n'a plus de sens, il le fait pour l'argent. Puis quand là, même l'argent fait plus de sens, là, il fait ça pour venger son ami de qui il est allé déterrer la tête pour de l'argent. Je veux dire, à un moment donné, le personnage est quasiment en psychose, c'est-à-dire il est en dehors de la réalité énormément. C'est super bien filmé, c'est super bien réalisé. Il y a les niveaux de tension classiques à Peckinpah, ses thèmes aussi. C'était vraiment un génie, tu sais, je veux dire, c'était vraiment un génie. C'est pas un réalisateur qui a comme 50 films, tu sais, il y en a, je pense... 15. Hein? Il y en a 15. Ouais, c'est ça. Puis ça vaut pas mal toute la peine de le voir. C'est souvent des histoires de pente fatale. Tu sais, je pense à The Getaway. Ça m'a beaucoup fait penser à The Getaway parce que The Getaway aussi, c'est une pente fatale puis ça finit tragiquement. Puis The Wild Bunch aussi, c'est des films de pente fatale. C'est des films dans lesquels la violence est mise en scène. Comment dire? De manière non traditionnelle. De manière un peu apocryphe pour le cinéma américain. C'est ce qui rend ces films super intéressants. Non, assurément, Marco, super belle découverte. Beaucoup de plaisir à écouter ce film-là pour une première fois. Puis on a assurément notre troisième rédemption de la soirée.
I'll keep climbing, I'll keep climbing till I make it my home. And I'll soon be with Jesus round the great white throne. Though the way may seem rugged, Lord, I must travel on. Et voilà, bientôt 2 heures, Marc-Olivier, qu'on parle de notre décennie préférée au cinéma. On pourrait continuer pendant un autre 2 heures, assurément, si on ne se contenait pas. Mais je dois nous contenir parce qu'on doit passer la POC à nos amis de Maillet TV dans quelques instants, mais je tenais à te remercier de t'être prêté à l'exercice encore une fois. C'est toujours un plaisir. C'est une soirée parfaite. Je t'ai fait découvrir des films, tu m'as fait découvrir un film, on a pu parler des thèmes, des règles et de cette décennie, de ce 10 ans qui ne cesse de nous impressionner, de nous surprendre encore aujourd'hui, bien qu'on commence à avoir vu beaucoup de films de cette décennie-là, beaucoup plus de cette décennie-là que de toutes les autres réunis, je pense, dans mon cas, puis je découvre encore des films. C'est pour vous montrer à quel point c'est prolifique comme époque. Donc, tu vas revenir, on va rester dans nos thèmes habituels. J'espère te faire découvrir encore d'autres films et que tu m'en feras découvrir d'autres. Rapidement, on vous rappelle que demain à partir de 13h, c'est le 3e épisode de Ça va faire. On présente Dr. No en version originale sous-titrée en français. C'est le premier film de la franchise James Bond. Et encore à ce jour, à mon avis, un des 3 meilleurs. Donc, c'est un film qui est très élevé dans ma liste de meilleurs James Bond, très élevé dans ma liste de meilleurs films de tous les temps, qui, je pense, c'est un film largement sous-évalué. Je pense que souvent, on dit parce qu'il y avait moins de budget, parce que c'était moins à grand déploiement, parce que c'était pas encore des super productions à l'époque. James Bond, c'était un film pour essayer ce personnage-là au cinéma. Moi, je pense que c'est ce qui rend le film encore plus intéressant. Bref, je vous présente ça demain à partir de 13h. Ne manquez pas ça va être extraordinaire. Ne manquez pas non plus dimanche l'hommage de JC de Stucco et Préfini à Chuck Norris, parce qu'il va présenter un programme double. Il est encore à sélectionner ses films parce que Chuck Norris nous a quittés aujourd'hui et on vient d'apprendre que Roger Brulotte aussi nous a quittés dans les dernières heures. Donc, journée de deuil. Nos sympathies aux amateurs de baseball et à la famille de Roger Brulotte, qui a toujours été un commentateur sportif intéressant et passionné de son sport. Donc, mes sympathies. Mais programme double Chuck Norris dimanche. Manquez pas demain, encore une fois, Bottine hurlante, et restez à l'antenne pour Maillet TV dans quelques instants. Merci encore à Tout ce qui TV de m'offrir l'opportunité de vous parler de ma passion à chaque semaine. N'oubliez pas qu'on est disponible en rattrapage dès demain sur patreon.com/Tout ce qui TV, par la suite Apple Podcasts, Spotify Podcasts, Balado Québec. Tous les supports pour écouter vos balados, on est disponible en audio. Puis éventuellement, on va même se retrouver sur YouTube, sur la page de Tout ce qui TV. Merci Marco, merci tout le monde. Bonne soirée, bon Maillet TV. Salut. I'll keep climbing till I make it.